Bienvenue mesdames et messieurs, bon réveil à toutes et à tous. C'est l'antépénultième jour du mois de janvier, c'est-à-dire l'avant-dernier jour de ce fameux mois qui, dit-on, ne finit jamais. Bienvenue au sommaire, bien sûr, on aura beaucoup de choses du lundi. Vous savez que le lundi, on tourne un peu autour de l'économie, mais tout ça, on va voir ça dans les détails. Bonjour Fatim. Bonjour Marcela. Comment ça va? Ça va très bien. Cette combinaison qui lance la semaine. Oui, elle est neutre. La couleur est neutre, pas non, très flashy. Les commentaires, je regarde seulement. Hein. Et ça vous va très très bien, Fatim. Merci beaucoup, Nessie. Vous êtes très belle, comme tous les matins. Bonjour, Nessie. Bonjour, Marco. Bonjour, téléspectateurs. En tout cas, nous sommes très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et c'est sûr que vous aurez beaucoup d'informations enrichissantes, des informations qui rythment, bien sûr, votre quotidien. Gabriel Zani sera avec nous, avec son invité, avec lequel ils se diront des vérités qui, à coup sûr, vous ne vous laisseront pas indifférents. Marco l'a dit, l'économie aujourd'hui vous donnera les armes qu'il vous faut pour maximiser vos 24 heures. Et vous l'avez vu, elle est là, elle est bien installée pour la titrologie. Fatim Djedje. Bonjour à tous, très heureuse de débuter cette semaine en votre compagnie. Allez tout de suite, les titres de vos journaux. À la une de Fraternité Matin, eh bien, le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier en présence du président Alassane Ouattara. Les chefs d'État engagent le combat contre la corruption. On apprend que le recensement des lieux de culte débute aujourd'hui même. Notre voix, maintenant, titre « Libération de Gbagbo, unité au sein du FPI, prochaines élections ». Le puissant message de Pascal Affi-N'Guessan, c'était lors de la présentation des vœux au FPI à son président. L'autre information concerne le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les agents font grève depuis bientôt 3 semaines, nous dit la couverture. À la une de l'Inter maintenant, tir groupé contre la CEI et Youssouf Bakayoko avant les élections municipales et régionales. Tout autre sujet, vous trouverez une interview exclusive de l'actrice Akissi Delta qui se dévoile et livre des secrets. L'intelligent d'Abidjan maintenant revient sur la cérémonie de l'UTT de locaux, 184 diplômes remis, comme en l'ombre du fondateur José-Dominique Locaux a plané lors de la cérémonie. L'hebdomadaire maintenant, Allo Police, titre « Scandale à Koumassi ». Elle surprend son mari en train de faire l'amour avec un autre homme et distribue les photos du scandale à la mosquée. Une information que je sais que vous aimerez que je développe. Ça sera fait dans la semaine, n'ayez crainte. Et on va finir maintenant avec l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique qui s'intéresse cette semaine au Sénégal et titre de père en fils de tous les dauphins potentiels d'Abdoulaye Wade au sein du PDS. Seul son fils Karim, en exil au Qatar, a été adoubé par l'ancien président. Il sera même le candidat officiel pour 2019. À tout à l'heure pour le détail des articles. On est lundi avant le journal. Et vous nous promettez quoi comme insolite? Mettez-nous un peu sur la voie, Fatim. Pas insolite aujourd'hui, puisque c'est le récapitulatif des temps forts. Mais demain... On n'a pas notre dose d'insolite? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la cure. Merci Fatim Djedje, qu'on retrouvera donc dans quelques minutes seulement pour la revue de presse, parce qu'il y aura une seule revue de presse aujourd'hui, une revue de presse classique, à contrario du vendredi où on a la revue de presse People et la revue de presse classique. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le 29 janvier, on l'a dit, c'est l'avant-dernier jour de ce mois de janvier. Et puis du côté de l'Ouganda, donc c'est un pays d'Afrique presque australe, on va dire ça comme ça. Donc on célèbre aujourd'hui l'arrivée au pouvoir du président Yoweri Museveni, arrivé au pouvoir le 29 janvier 1986. Lui, il est au pouvoir depuis 2 saisons maintenant dans la nouvelle mouture de Matin Bonheur, au pouvoir du sport, lui ou elle. Mais bon, soit c'est Kadi, soit c'est Fabio Capello, mais en tout cas, il va y avoir du sport. C'est la gym sur Matin Bonheur. Encore une fois, bienvenue. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui je suis avec Cindy et Flora, moi c'est Coach Kadi, je vais être avec vous toute la semaine. On va commencer avec un circuit, un ensemble d'exercices qui vont être basés spécialement sur les jambes.
Donc, on va commencer par notre échauffement. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches. On va lever une jambe vers l'arrière et on ramène. On pense à bien respirer. On va le faire 3 autres fois. Et on change de côté. L'autre jambe, on lance vers l'arrière. Les échauffements, c'est super important. Ça permet de monter notre fréquence cardiaque, la température corporelle pour éviter de se blesser lors de l'activité physique. Encore, 3 autres. Une dernière. Excellent. On va partir pour des jumping jacks. On va garder les jambes écartées, les orteils vers l'extérieur. On saute, monte les bras vers le plafond et on revient. On descend et on revient. Encore. 3. On respire. 4. 5. Les orteils vers l'extérieur. Pourquoi? Même principe, on va aller chercher l'intérieur de la jambe et les fesses. Encore. 2 autres. Une dernière. Excellent. On marche tranquillement. On va monter les genoux dans la poitrine. Genou droit et gauche. On change. Encore. On en fait 2 autres de chaque côté. Une dernière. Excellent. Marchez, respirez. Parfait. Alors, on va commencer. Premier exercice. Fente arrière, fente avant. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. On va emmener une jambe vers l'avant. On descend. On garde la même jambe. On l'emmène vers l'arrière. Et on revient. On va faire ça 6 fois à droite, 6 fois à gauche. Quand vous êtes prêts, jambes écartées. Et on y va. 1. Et on revient. On change. Avant. On essaye de rester le plus droit possible, n'est-ce pas? Ce qu'on veut chercher, c'est d'emmener le genou arrière proche du sol. Encore. Il nous en reste 2. Arrière. Une dernière vers l'avant. Et arrière. Excellent. Alors, je tourne. On change de jambe et on y va. Avant. Arrière. Encore. On part pour 2. Arrière. Toujours la même jambe. On va vers l'avant et vers l'arrière. 3 dernières. C'est parti. On inspire, on souffle et on change. Encore une fois, on travaille les cuisses et les fesses. Une petite dernière. Vous êtes capable. On descend et on va vers l'arrière. Excellent. On respire tranquillement. Parfait. Prochain déplacement sur les côtés, tout doucement. Donc, on va droite, on squatte, on en fait 2 et on change de côté. On revient. Et c'est parti, mesdames, on y va. Squat, revient. Encore, on change. On pense à bien respirer encore une fois. Squat, on souffle. Descend, on repart. Et une dernière. Squat, revient. Toujours garder le poids sur les talons. Excellent. Et on respire. 3e exercice, on va emmener la jambe sur les côtés. Donc on garde le poids sur la jambe au sol. Une jambe, on lève et on ramène. Donc vous pouvez ramener la jambe au sol ou, pour ceux qui sont capables, garder la jambe dans les airs et repartir. Encore 3 autres. 2. Une petite dernière. Et on change de côté. On lève et on ramène. Super important de toujours garder vos abdos contractés. On veut éviter de pencher sur le côté. Donc, on lève et on ramène. Une dernière. Excellent. On marche, on respire. Merci d'avoir été avec nous. Petit circuit d'exercice à faire de préférence au moins 2 fois chaque exercice. Je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que vous n'aurez pas trop mal à vos jambes pour le restant de votre journée. Et je vous dis à demain.
Merci, coach Kadi. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à reprendre ces exercices chez vous. Le sport, on le sait, permet d'éviter diverses pathologies. Même si le sport ne nous permet pas d'éviter le surpoids, au moins, il nous aide à garder le poids normal. Et vous faites un peu de sport, Marco? Bien sûr, je vous le dis tout le temps ici, je fais du sport, mais ça c'est la gym. La seule différence, c'est que la gym, c'est plus spécifique par rapport au sport. Le sport, après, avec les nombreuses disciplines, il y a des objectifs qui peuvent être vraiment divers. Mais la gym, au quotidien, il faut attirer l'attention sur le fait qu'on n'a pas besoin de faire des records. Justement. 10 minutes régulièrement de gym, ça fait du bien. 10-30 minutes, voilà. Et tout ça. Un peu d'étirement. Voilà. Le tout, c'est d'éviter l'indolence, rester devant la télé ou sans bouger, ou rester toute la journée sans bouger. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Allez, on va faire un petit tour sur nos routes pour savoir qu'est-ce qui se passe un peu, pour permettre à ceux qui veulent sortir de savoir quelle route emprunter. On y va pour le point route. Il y a 5 tronçons aujourd'hui, nous dit donc Christelle Akoussa qui, je rappelle, réalise cette émission. On va commencer par où, Christelle? Nous sommes du côté Du de Latry. Deux Plateaux. Et là, tout doucement, on se rend compte que les gens commencent à sortir. Hein. Tout doucement, c'est fluide. C'est fluide. Il fait encore le matin est encore jeune, comme on dit. Très jeune. Très jeune. Le soleil n'est pas encore levé. On a 6 tronçons, 6 voies. Voilà, le deuxième, c'est le boulevard Lagunaire au pied des immeubles. Là, par contre, il y a un peu plus de trafic sur l'asphalte avec en ligne de mire la beauté d'Abidjan qui nous montre encore vraiment que c'est une ville magnifique. Troisième tronçon maintenant. Troisième tronçon. Toujours au plateau, disons à la frontière, sur le pont de Gaulle. Ben là, il y a beaucoup plus d'activités. Hein. Tout doucement, ça c'est sûr que dans 30 minutes, ça sera engorgé. Mais pour l'instant, voilà, c'est désengorgé, ça circule tranquillement. Si ça pouvait être comme ça toute la journée, ce serait bien. Alors, autre voie, c'est bien sûr du côté de Trècheville. La cité Nzassa affiche un matin calme, à l'instar des pays donc, de l'Asie. La commune du matin calme, c'est Trècheville. Mais rassurez-vous, dans quelques minutes seulement, ça va commencer à bouger de ce côté-ci d'Abidjan. On termine du côté de Marcory. Marcory sur l'échangeur, très très timide. On croit que tôt le matin, il n'y a pas trop d'échanges. L'échangeur n'est pas très prisé par les différents automobilistes. On continue. Un dernier pour la route Koumassi, avec une vue sur le château d'eau en partance de l'aéroport. Ou si vous allez donc vers le pont HKB, la voie est très fluide à 7 heures de la journée. Je rappelle qu'il est 6h07. Vous voyez ça en haut de notre logo sur RTI. Et puis voilà. Koumassi affiche quand même tout petit peu d'activité en ce matin du 29 janvier 2018. Dans un instant, on aura bien sûr le plaisir de recevoir M. Serge Dakouri, qui nous parlera de tout ce qui a rythmé l'actualité sportive tout au long de ce week-end et puis aussi des événements à venir. Et puis n'oubliez pas, dans le volet Instant Vérité, il nous fait l'honneur de venir sur notre plateau pour la deuxième fois après la saison passée. M. Pascal Afing-Guessant, président du Front populaire ivoirien, sera notre invité. L'invité précisément de Gabriel Zani. Il nous parlera entre autres de sa visite au président Bédier et puis aussi nous parlera de comment il appréhende la commission électorale indépendante. Ce sera dans quelques instants seulement. Oui, ce sera dans quelques instants seulement. Maintenant, nous allons recevoir notre invité pour le sport. Bon, pas notre invité, hein, le chroniqueur sportif Serge Dakouri qui a beaucoup d'informations à nous passer. Hein. C'est sûr, ce week-end a été rythmé par certaines activités sportives. Donc, il vient nous relater tous ces faits-là. Et la rubrique économie de ce jour nous donnera les armes qu'il faut pour maximiser nos 24 heures. Oui, c'est vrai que le jour fait 24 heures, mais comment bénéficier de ces 24 heures-là? Nous en parlerons dans la dernière partie de votre émission, dans la rubrique économie. Il est installé. Bienvenue, Serge Dakouri. Bonjour. 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 Jingle ou pas? Jingle? Non? Bonjour Serge. Bonjour Marcelin. Bon, ça va, bon début de semaine à vous. Alors, quelles seront les principales manchettes de votre intervention ce jour? Eh bien, on va commencer par les sports demain. Au total, 3 rubriques qui seront donc développées au cours de ces 5 minutes de sport sur Baptême en heure.
Les sports demain avec du volleyball, la deuxième journée du championnat de Côte d'Ivoire, qui est en attraction ce week-end. En dames comme en hommes, on commence par parler de Descartes, le club de Descartes qui a battu l'équipe de Sonne 3-7-0. Ensuite, la SEC Mimosa qui domine des pieds et des mains cette discipline en dames, qui s'est donc facilement débarrassé de Tafiré. C'était au stade Robert Champoux de Barcouri, 3-7-0. Le Stella Club aussi a imité la SEC en battant Phoenix 3-7-0. En hommes, eh bien, on a eu aussi des oppositions. SOA a battu Ivoire VBC, donc c'était pour le volleyball où les favoris n'ont pas tremblé, généralement, parce que les meilleures équipes donc l'ont remporté, aussi bien en hommes qu'en dames. La logique a été respectée. La logique a été totalement respectée au niveau de la hiérarchie du volleyball féminin et masculin en Côte d'Ivoire. On continue dans les sports de main, mais cette fois-ci en basketball, pour parler de basket. 5e journée du championnat de Côte d'Ivoire, c'était ce week-end. Eh bien, l'Africa a été laminée par l'Abidjan Basket Club, 68-57. ASA a dominé Azur, 65-58. GSPM, c'est le groupement des sapeurs-pompiers militaires, face à une équipe du COE, a été laminé 52-42. La SOA, donc, a complètement pulvérisé P-Round, 93-38. Et en dames, NSOA a été battu par la SOA, 47-31. Voilà, en ce qui concerne les sports de main, que ce soit le volleyball, la deuxième journée, et le basketball, la 5e journée. On en vient maintenant au sport roi qu'est le football, avec l'actualité dominante sur le continent, et bien entendu, c'est le CHAN. Le CHAN, avec les quarts de finale qui se sont disputés samedi et hier dimanche. On connaît le dernier carré, les 4 demi-finalistes de ce CHAN 2018. Eh bien, Maroc-Namibie, c'était le début de ces quarts de finale du côté du stade de Casablanca. Eh bien, les Marocains, soutenus par un public assez surchauffé, l'ont emporté 2-0 avec le meilleur buteur de la compétition qui s'appelle Ayoub Kahabi. 30e minute dans cette confrontation Lion de l'Atlas Namibie. Eh bien, les Marocains ont scoré par Ayoub Kahabi qui marquait son 6e but. En seconde mi-temps, le milieu de terrain Salahidine Saadi du WAC de Casablanca aggrava le score 2-0. La messe était dite. Le pays qui organise la compétition accède aux demi-finales. Dans la deuxième confrontation, entre les Chipolo Polo Boys de Zambie et les Crocodiles du Nil du Soudan, eh bien, cette belle équipe du Soudan, amenée par 9 joueurs de Al Hilal et 2 joueurs de El Merrick, l'ont remporté, quand bien même les Zambiens étaient favoris. Alors, 1-0, tel a été le score, but de Salfedine Bakri à la 32e minute, qui mettait fin aux espoirs des Chipolo Polo Boys de Zambie. Hier, deux autres affiches de quart de finale, Nigeria, Angola et Congo-Libye. Eh bien, les Super Eagles se sont fait très peur. L'Angola menait 1-0 dans les derniers instants. Eh bien, les Super Eagles ont égalisé. Il a fallu recourir aux prolongations pour que les Nigérians marquent le 2e but, permettant d'obtenir leur ticket pour le dernier carré. La dernière opposition est allée aussi aux prolongations, 1-1 au terme de temps réglementaire, entre Congo-Brazza et ce qu'on appelle les chevaliers de la Méditerranée, les Libyens. C'est au tir au but que les Libyens ont été plus heureux. Et donc, on connaît le dernier carré, Maroc, Soudan et Libye et Nigeria. Voilà donc les 4 équipes qui vont continuer l'aventure dans ce CHAN 2018 qui se déroule en ce moment. Le Maghreb est bien servi. Le Maghreb est bien servi puisque là-bas, les championnats sont assez professionnels. Il y a beaucoup plus de moyens. On est plus sérieux dans la préparation de ces événements. Et donc, cela donne des résultats probants. Et dites-nous, Serge Dakouri, vous voyez qui pour la finale? Honnêtement, le pays hôte a beaucoup plus de chances parce que quand même surchauffé et poussé par un public avec une belle équipe où il y a eu quand même un renfort. Hervé Renard est venu soutenir l'entraîneur local pour amener un peu tactiquement l'équipe à un très haut niveau et le Maroc à la maison décidément est imbattable. Le Maroc marque beaucoup de buts et le Maroc véritablement est le super favori à la maison pour remporter ce CHAN 2018. C'est ce qui s'appelle être bien organisé. Normalement, oui. Alors, ensuite, nous avons... oui, c'est un peu le tour. Alors, si on parlait un peu, on a un petit peu de temps avec la permission, bien sûr, de Christelle Akoussa. Si on parlait un peu de ce but, ce 157e but de El Matador. Ah oui, ça c'est le championnat de France. Effectivement, 23e journée. Et puis dans la hiérarchie des buteurs du Paris Saint-Germain, le premier était l'autoproclamé Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts. Le deuxième était le Tigre des Açores qui s'appelle Pedro Miguel Parolita avec 106 buts. Le troisième, c'était l'Ange Vert Dominique Rochaud avec 100 buts. Et là,
le week-end, Matador Edison Cavani a marqué son 157e but, devenant dans l'histoire du PSG, dans cette victoire sans parade, 4-0 face à Montpellier, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. En tout cas, Edison, il a reçu un prix des mains du président Nasser El Khelaifi, le président délégué du Paris Saint-Germain. Et donc, Edison rentre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Notons que Paris a 11 points d'avance sur son poursuivant immédiat, qui est Lyon, qui a été battu par Bordeaux 3-1. Okay. Merci beaucoup, sergent. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour parler un peu de tout ce qui donc, gravite autour du sport. C'est tous les lundis. Alors, dans la semaine à venir et dans les autres semaines, qu'est-ce qu'on aura comme, à part le CHAN? Eh bien, il faut savoir que le parfum de la Ligue des champions africaine reprend parce qu'à partir de février, on aura les confrontations de la Ligue des champions africaine et la Ligue des champions et aussi des Coupes de la Confédération. Mais sur le plan européen, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, il y a un grand classique au niveau de la Ligue des champions. Eh bien, le Paris Saint-Germain se déplace à Santiago Bernabéu pour y affronter le Real Madrid. Et donc, il y aura, à partir du 14 février, un certain PSG, Real Madrid PSG, pour ses débuts des 8e de finale aller de la Ligue des champions européenne. Ça promet pour les amoureux du foot. Ah, pour tous ceux qui aiment le football européen, pour tous ceux qui adorent Cristiano Ronaldo, c'est quand même un duel entre Cristiano Ronaldo et Neymar Junior, la nouvelle coqueluche des Parisiens, le Brésilien de 25 ans. Vous la sentez comment cette rencontre? Eh bien, c'est une rencontre qui semble être défavorisable au niveau du Paris Saint-Germain. Parce que Paris ne joue pas à la maison. Et puis la Ligue des champions, quand même, le Real Madrid est détenteur de ce titre 2 fois consécutif. Mais on ne sait jamais. En football, il y a de l'incertitude et tout peut basculer à tout moment. Incertitude du football. Tout peut basculer à tout moment, même si le Real Madrid joue à la maison. Mais Neymar vient avec Cavani et le jeune Mbappé. Paris aussi a des arguments à défendre. Alors, pour féliciter le Maroc, donc, qui fait un très bon championnat d'Afrique des Nations, on a décidé d'avoir un élément, mais vraiment sur le Maroc. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le sport, mais ça parle un peu de l'agriculture marocaine pour dire merci au Maroc qui organise très bien ce Chan Naï, qui se comporte, qui a vraiment une très bonne organisation qui doit inspirer d'autres fédérations ou d'autres nations de football. On y va. À vol d'oiseau, l'on est tenté de se demander comment le Maroc arrive à garantir l'autosuffisance alimentaire à sa population, tellement la végétation présente un décor aride et désertique. Pourtant, ce pays, grâce à son abnégation au travail, a su se faire une place dans le cercle des pays émergents. La qualité de l'habitat et des infrastructures routières fait de lui un pays envié. Son secret, malgré le désert, le pays a accordé une place importante à l'agriculture. Dans le cadre de sa stratégie de développement agricole, l'État, en l'occurrence le département de l'agriculture, est impliqué, est fortement impliqué dans le développement régional. La preuve, c'est que la stratégie nationale appelée Plan Maroc Vert, lancée en 2009, a été déclinée en plan agricole régional. Et donc, c'est dans le cadre de la décentralisation. Avec l'arrivée du plan Maroc Vert, on a commencé à sensibiliser nos agriculteurs à l'utilisation efficace de cette ressource qui devient de plus en plus rare. Et avec le programme national d'économie d'eau, on est arrivé actuellement à une reconversion de presque de 5000 hectares au niveau national. Le Maroc fait partie des grands producteurs d'agrumes au monde avec plus de 2,5 millions de tonnes par an. La région des Rabats Salé-Kenitra, qui est une région essentiellement agricole, contribue à hauteur de 15% à la valeur ajoutée agricole au niveau national après la région de Casablanca. À Kenitra, poumon agricole du pays, 2 activités principales occupent la population: l'agrumiculture et la riziculture. Nous sommes sur le secteur C1, il y a un autre secteur C4. Alors le secteur C1, il a une superficie de 1500 hectares. Il est composé des coopératives agricoles de la réforme agraire. L'État, ça fait 3 années, il a donc entamé un contrat-programme avec l'interprofession qui est représentée par les producteurs et par les associations, donc c'est les producteurs via les associations de producteurs et avec les industriels via leur association qui les représente. Et tout ça, c'est pour former ce qu'on appelle une fédération interprofessionnelle. Si l'agriculture est autant développée au Maroc, c'est bien grâce à l'implication de l'État représenté dans chaque région par l'Office régional de mise en valeur agricole. Ces structures sont quotidiennement aux côtés des agriculteurs qui sont tous réunis en coopérative. Alors les variétés utilisées
Le riz rond et le riz long. Et le riz demi-long. On a la variété Arpa, c'est le demi-long, ou le rond. On a la variété Taïbonais et Pantal. On a la variété Santoro et Brio. Voilà les variétés utilisées dans cette coopérative. Bien sûr, contractées avec 5 usines. On a 5 usines dans la région. L'une des clés du succès de l'agriculture marocaine, c'est l'irrigation. Des canaux d'irrigation allant des monts de l'Atlas au nord du pays ont été installés jusqu'au sud. Ce dispositif permet d'alimenter les plantations tout le long de l'année afin de faciliter la production agricole. Filtration de 125 microns avant de donner l'eau d'irrigation, l'eau à l'agriculteur pour passer à la filtration. Non, la filtration qu'on fait, c'est la filtration juste pour filtrer les eaux qui ont été injectées par l'engrais. Implication de l'État dans le développement agricole. Paysans et planteurs réunis en coopérative, fertières agricoles dynamiques et introduction de la recherche dans le développement agricole. Autant d'initiatives qui ont favorisé le dynamisme de l'agriculture marocaine. Un exemple qui doit inspirer la Côte d'Ivoire qui bénéficie déjà d'un climat assez favorable à l'agriculture. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Donc à l'instant, on voyait comment l'État a décidé de faire de l'agriculture au Maroc. L'État marocain a décidé de faire de l'agriculture un moteur de croissance économique. Et ça leur réussit bien. La Côte d'Ivoire gagnerait à s'en inspirer. N'est-ce pas, Marco? Pas seulement la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays, parce qu'il y a vraiment une certaine dextérité, que ce soit en matière d'agriculture, en matière de football, en matière d'organisation. C'est un pays qui a vraiment une expertise à exporter. On va exporter aussi notre expertise et surtout notre esprit vers elle. C'est elle qui chaque jour vous donne l'information et donne le là de l'information sur RTI1 parce que c'est avec elle qu'on se forme en première position sur RTI1 avant le journal qui vient donc à 6h27 dans quelques minutes seulement. Fatim Djedje, revue de presse classique, c'est parti. Ce matin, la presse s'intéresse à la stratégie du FPI pour les élections à venir. Selon l'Inter, on a pu croire que la récente réunion entre la commission électorale indépendante et les partis politiques aurait fait baisser la tension. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Les deux branches du FPI, qu'on ne saurait objectivement suspecter de collusion, ont disqualifié lors des cérémonies de présentation de vœux croisés l'organe central et son président dans l'organisation des futures élections. Alors, selon eux, Youssouf Bakayoko a eu un rôle principal, primordial lors de la crise post-électorale. Et au propos de ces derniers, s'est ajouté ce week-end ceux de Bamba Mori Ferré, une icône de la gauche ivoirienne, président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, le RPCI. Vous l'aurez compris, ces derniers réclament une nouvelle CEI et selon l'intelligent d'Abidjan, c'est même un préalable de Pascal Afine-Guessan pour se lancer dans les prochaines élections locales. Il en a parlé ce samedi, le 27 janvier, lors de l'occasion des vœux des militants à son domicile de la Riviera 3. Il a donc dévoilé la stratégie du parti. Pour le président du FPI, l'heure est au rassemblement au sein du parti, c'est-à-dire même avec la dissidence, mais également à l'ouverture aux autres partis politiques, notamment le PDCI RDA, ou voire même des candidatures indépendantes. Il a ainsi invité les responsables centraux et locaux du parti à rester ouverts. Notre Voix, qui consacre, vous l'avez vu lors de la titrologie, sa une à cette information, publie l'intégralité, pour le coup, du discours du président du FPI, notamment la critique du pouvoir. Il a déclaré que la Côte d'Ivoire vit une corruption sans précédent et crié son indignation pour le détournement des deniers publics et la mauvaise tenue des finances publiques. En Côte d'Ivoire, 2017 a été l'année de la faillite, a-t-il dit. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo est revenu sur les nombreux cas de gel des avoirs des opposants, des réfugiés et des détenus politiques, nous dit donc l'article. Pour finir, le récapitulatif des temps forts de la semaine écoulée en images.
Et force est de constater que les femmes étaient dans la rue. On va démarrer avec la première image. C'était le 20 janvier dernier, 4 mois après l'affaire Weinstein, 1 an après l'élection de Donald Trump. Eh bien, elles sont des centaines de milliers à défiler dans tout le pays pour la 2e marche des femmes. Comme ici, à l'écran, à New York, où elles étaient près de 200 000 manifestantes pour protester contre le racisme et le sexisme. Direction Nairobi, au Kenya maintenant. Nous sommes majoritaires, nous refusons d'être ignorés, peut-on lire sur la pancarte que porte cette militante. Des centaines de manifestantes ont défilé dans la capitale demandant l'application de la Constitution de 2010 qui impose au moins 1/3 de femmes à l'Assemblée. Le Kenya compte seulement 21% de femmes parmi ses députés. À Lomé maintenant, au Togo, une manifestation encore de femmes contre le président Faure Gnassingbé. Celui-ci a succédé en 2005 à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays pendant près de 38 ans. Eh bien, l'opposition demande son retrait et veut limiter le nombre de mandats présidentiels. Istanbul, en Turquie. Cette femme est interpellée par la police lors d'une manifestation organisée par le HDP, qui est pro-kurde, contre l'offensive turque dans une enclave kurde en Syrie. 7 personnes ont été arrêtées. Au Brésil, ça manifeste aussi, mais une manifestation de soutien à l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, après sa condamnation en appel à une peine plus lourde, 12 ans et 1 mois de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent. À Kaboul maintenant, en Afghanistan, cette image insolite, c'était le 21 janvier. Un homme cherche à s'échapper de l'hôtel intercontinental attaqué par 6 hommes armés. L'assaut a duré près de 7 heures. Il a fait au moins 15 morts et a été revendiqué par les talibans. Et maintenant, direction la Chine, Shanghai plus précisément. Zhongzong et Wawa, que vous voyez à l'écran, sont des clones. Ce sont les premiers primates clonés grâce à la méthode qui avait permis de créer la brebis Dolly en 1996. Et bien, ces 2 petits macaques crabiers sont nés des travaux d'une équipe de l'Académie des sciences de Chine qui a publié ses résultats dans la revue Cell. Et cette image me donne envie de nous rappeler de vous rappeler la célèbre citation de Rabelais, eh bien, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça fait peur quand même, hein, le clonage. Merci. Alors, un petit quiz rapidement pour terminer. Nessie, voilà. Je suis, on va faire un peu comme la célèbre émission. Je suis donc mis sur pied par le cardinal Richelieu. Le nom de la nouvelle institution vient du jardin Académos. C'est une grande institution française qui gère la langue, créée en 1635. Je suis. Merci l'Académie française aujourd'hui qui fête une année de plus parce qu'elle a été créée le 29 janvier 1635, enfin les prémices. Voilà, je vous ai bien eu. Merci Marcella. Merci Marco. Allez, nous allons aller maintenant au journal parce qu'il est là, il va se charger de l'Académie de l'information sur Matin Bonheur. C'est Hamza Diaby qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Mais avant, on aura bien sûr la météo. Merci d'être à Matin Bonheur. Vous faites bien. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Brume humide et brouillard débuteront la journée sur le littoral et le sud forestier avant de faire place progressivement à quelques éclaircies. Dans la bande centrale, le temps sera partiellement nuageux. Dans le nord, on aura un ciel faiblement nuageux avec des vents frais et secs. Les températures prévues pour aujourd'hui au lever du jour, 26 pour Abidjan, à Diaké nous donne 25 degrés, 24 à Bandoukou, 23 pour Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 pour le Go, 22 à Korogo, la minimale de 20 vue à Mans, 21 degrés à Odiéné, 26 pour San Pedro, 25 à Sassandra, 24 pour Tabou et Yamoussoukro. Cet après-midi, le soleil s'imposera progressivement sur l'ensemble du pays. Les vents humides souffleront jusqu'aux limites du nord de la Côte d'Ivoire. Cette combinaison chaleur-humidité favorisera de belles formations nuageuses qui pourraient localement donner de la pluie dans le sud forestier et sur le littoral, particulièrement dans le sud-ouest.
Les températures de l'après-midi, notons 31 pour Deauville, Abidjan et à Diaké, 35 à Bandoukou et à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 pour Dimbokro, 34 pour le Go et le Poro, 33 degrés pour le Tompi, 35 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 30 à Sassandra, la minimale de 29 vue à Tabou et 33 pour Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. Excellente journée à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le 30e sommet de l'Union africaine qui a débuté le 22 janvier dernier entre dans sa dernière étape avec l'entrée en scène hier des chefs d'État. La poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont quelques-uns des sujets au menu de ce rendez-vous solennel qui a aussi vu le Guinéen Alpha Condé passer le relais de la présidence tournante de l'organisation panafricaine à son homologue Paul Kagame, son homologue rwandais. Le reportage de Awa Touré, notre envoyé spécial à Addis Abeba. Les travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté à Addis Abeba en présence des dirigeants du continent, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara. Des travaux articulés autour de la lutte contre la corruption, la libéralisation du ciel africain et la réforme institutionnelle de l'UA qui met l'accent sur l'indépendance financière de l'organisation. Face aux défis du moment, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé à l'unité. Notre outil de combat, accélérer l'intégration, passage obligé de notre développement, accélérer les efforts de promotion de la paix, de la justice et de l'inclusion, condition essentielle à la cohésion sociale. Il me plaît de faire noter qu'une coopération trilatérale se met progressivement en place entre l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne. Je me réjouis comme vous tous de la réussite du sommet Union africaine-Union européenne, au succès duquel la Commission a contribué de toutes ses forces. Je réitère notre appréciation au président Alassane Dramane Ouattara et à son gouvernement pour les dispositions prises pour le bon déroulement des travaux. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a pour sa part appelé les leaders africains à l'action et surtout à demeurer unis et solidaires. Notre engagement à mettre effectivement en place notre zone de libre-échange continentale doit être maintenu et consolidé. L'Afrique est le seul continent qui est en mesure d'avoir une zone de libre-échange couvrant l'ensemble des pays africains. Aucun continent n'est arrivé à ce succès. Il s'agit là d'une question cruciale pour promouvoir l'intégration, mais au-delà de la dimension politique et idéologique, il s'agit d'une excellente initiative pour nous tous. Toutes les projections confirment que notre marché augmentera d'une manière significative et que notre industrialisation accélérée sera enfin sur les rails. Ce 30e sommet ordinaire de l'Union africaine a aussi été marqué par le passage de témoins entre le président sortant Alpha Condé et Paul Kagame, le champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Le véritable défi de l'Afrique consiste à ouvrir la voie à la prospérité pour nos peuples, en particulier pour la jeunesse. Nous allons lancer le marché unique des transports aériens en Afrique. Voilà une étape majeure
pour le secteur du transport. En nous engageant à briser toutes ces barrières, nous enverrons un signal fort en Afrique et au-delà, indiquant que les choses sont en train de changer. L'occasion a aussi été donnée au président nouvellement élu de s'adresser à l'Assemblée. Ils ont tous promis prendre toute leur place au sein de l'Union en vue de la mise en œuvre de grands projets de développement du continent. Reportage signé Awa Touré. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports, Amadou Koné, était récemment face aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie française. Au cours des échanges, le ministre Amadou Koné a annoncé des réformes pour le district d'Abidjan, des réformes portant entre autres sur la construction d'une nouvelle gare routière à Anani, dans la commune de Port-Boué, et surtout la privatisation du secteur du contrôle technique de véhicules. Le reportage de Mamadou Kwasi. Renforcer les actions de la SOTRA dans le transport sur le district autonome d'Abidjan avec l'acquisition de 500 nouveaux autobus roulants au gaz, de 15 bateaux-bus au cours de cette année 2018, ainsi que la construction de 180 km de couloirs de bus à Abidjan, sur financement de la coopération suédoise. À cela s'ajoute la mise dans la circulation de 2000 taxis-compteurs neufs. Autant de réformes annoncées par le ministre des Transports face aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie française au cours d'un déjeuner débat. Un moment d'échange qui a permis au ministre des Transports d'expliquer d'autres mesures importantes prises par le gouvernement, surtout pour le contrôle technique des véhicules. À la suite d'une décision du Conseil des ministres, j'ai signé la semaine dernière donc un arrêté pour libéraliser le contrôle technique automobile. Donc si parmi vous certains veulent venir travailler aux côtés de la CICTA, maintenant c'est ouvert. Une nouvelle technologie sera appliquée pour la sécurité routière à Abidjan. Pour que nous puissions passer à la vidéo-verbalisation. Donc avec le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un projet qui est bien avancé, où il s'agira pour nous maintenant de faire en sorte qu'on ait moins de policiers pour faire le contrôle automobile, parce qu'ils peuvent faire autre chose que d'être sur la route. Pour la fluidité sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, une nouvelle gare sera construite à Anani, dans la commune de Port-Boué. Avec cette gare, le transport des passagers sera réservé uniquement, selon le ministre au bus de la SOTRA, aux taxis-compteurs. Que tout le monde puisse débarquer les passagers à cette gare d'Anani, où il y aura une gare de la SOTRA, et seule la SOTRA donc, pourra prendre les gens et venir donc, dans la ville d'Abidjan. Pour nous, ça paraît être quelque chose d'extrêmement important. La même chose devrait être faite donc, du côté de Yopougon, et puis entre Anyama et Abobo. Des propositions qui réjouissent ces opérateurs économiques français et ivoiriens, qui ont par ailleurs abordé la question du permis de conduire et du transport ferroviaire, ainsi que celui sur la lagune. Cette rencontre est un rendez-vous mensuel de la Chambre de commerce et d'industrie française. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique a mis en place 2 sites web dénommés Portail Bénévolat et Portail Volontariat. Ces sites conçus par l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, visent à encourager le plus grand nombre de personnes à s'engager dans le bénévolat et le volontariat. Le reportage de Fidèle Aigné, commenté pour vous par Issa Chonayo. Les jeunes volontaires et bénévoles disposent désormais de 2 sites web, des portails dédiés aux personnes désireuses de s'engager dans des actions humanitaires. 2 outils qui vont permettre au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique d'avoir une base de données et de promouvoir le bénévolat et le volontariat. Nous en faisons la promotion pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas forcément l'emploi salarié qui permet d'accéder à un certain niveau de qualité, mais on peut démarrer par l'action volontariale à la communauté pour pouvoir avoir de l'employabilité par ailleurs, mais aussi impacter l'environnement dans lequel nous vivons. Ces sites ont été conçus avec l'appui technique de l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Nous accompagnons le ministère et ses démembrements en charge de ces questions-là dans la mise en œuvre de leur mission par l'usage des outils TIC. Pour les structures d'accueil de ces bénévoles, des ONG pour la plupart, cette initiative va permettre de créer un réseau mondial de contacts. La Croix-Rouge, c'est quand même une institution qui a plus de 12 000 volontaires et nous sommes encore prêts à accueillir d'autres volontaires au vu des besoins et des vulnérabilités que nous connaissons dans notre pays.
Le bénévole s'engage à temps partiel. Il ne reçoit pas d'indemnité, tandis que le volontaire s'engage à plein temps et perçoit une indemnité. À ne pas confondre avec un salaire. À travers ces outils web, la Côte d'Ivoire est dans la gouvernance électronique et atteint une maturité numérique. À l'initiative de WARIMA, l'association ouest-africaine de gestion de la recherche et de l'innovation technologique, les enseignants anglophones et francophones ont harmonisé leurs points de vue en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique. C'était à l'occasion de la 11e conférence et atelier de WARIMA, organisée du 22 au 26 janvier dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, en présence de nos équipes de reportage menées par Issa Chonayeo. La langue, un véritable frein au développement de la recherche scientifique dans la région ouest-africaine, selon des chercheurs ouest-africains. Pour ces difficultés et renforcer l'intégration régionale, des experts et chercheurs ont échangé dans divers domaines d'activité à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Cette initiative de l'Association ouest-africaine de gestion de la recherche et de l'innovation, WARIMA, vise à mutualiser les efforts des chercheurs anglophones et francophones. Nous avons toujours eu la volonté de collaborer. Malheureusement, on est confronté à la barrière linguistique. Nous ne parlons pas la même langue. Mais bien entendu, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes défis, les problèmes de la pauvreté, de la santé, du développement de nos États. Et c'est un impératif pour le monde de la recherche de trouver des solutions communes à ces problèmes. La conférence a porté sur la recherche transfrontalière et la gestion de l'innovation en Afrique de l'Ouest, enjeux et contexte. Le conférencier a analysé à l'occasion les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dans la région. La régionalisation de la recherche, ce que vous avez appelé la recherche transfrontalière, vise justement à développer des synergies entre les pays africains, mettre ensemble les moyens pour que la recherche puisse jouer le rôle qui est attendu d'elle. Les pays africains consacrent à peine 0,35% de leur PIB à la recherche. Pour la ministre Bakayoko Liramata, cette rencontre d'Abidjan est une opportunité de renforcer la coopération sud-sud en matière de recherche. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone de la région à abriter cette rencontre internationale consacrée à la recherche scientifique et technologique. Un mot de culture pour refermer ce journal. Comme il est de coutume, depuis 4 ans, le conseil municipal de Marcory offre en début chaque année, donc en début d'année, un concert gratuit à sa population avec des artistes. Cette année, c'est le groupe Magic System qui a mis l'ambiance à l'avenue TSF de la commune. Pendant 2 heures, les magiciens ont communié avec leurs fans. On retrouve Issa Chonayeo. Le groupe Magic System à l'avenue TSF à Marcory, un cadeau du conseil municipal pour souhaiter la bonne année 2018 à sa population. Un rendez-vous initié depuis 4 ans. Les magiciens qui viennent de boucler la première partie de leur tournée africaine pour la célébration de leurs 20 ans ont donné de la voix. De premier Gaou, morceau mythique déclencheur du succès du groupe Zouglou, à Magic in the Air, en passant par Tapeto. Tous les titres sont passés en revue, au grand bonheur du nombreux public. Le premier magistrat de la commune a profité de ce cadeau de début d'année pour lancer un message à la jeunesse. Si vous avez envie de faire des études, faites les études sérieusement. Si vous voulez jouer au football, jouez au football sérieusement. Si vous voulez chanter, chantez sérieusement. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Avant le groupe Magic System, John Kifi, Mewe et plusieurs autres artistes ont communié avec leurs fans à la demande du conseil municipal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tous les chemins mènent à l'information. À l'information. Hamza tout souriant, vous êtes très grand fan de Zouglou. Oui, bien sûr. Et surtout Soumbil. Qui vous l'a dit?
Ah bah, Hamza, quand même. Ah, bon. On vous retrouve à 13h? Oui, tout à l'heure, à 13h. Super. Pendant combien de jours Je le fais depuis quoi? Vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui lundi, demain mardi, après-demain mercredi. L'autre semaine, c'est repos, mais là, maintenant, c'est parti. Bon courage. Vos prières, il faut les accentuer. En tout cas, merci beaucoup à vous, merci, mesdames et messieurs. Nous allons passer à un autre pan de cette émission en recevant pour la deuxième fois. On a vraiment réussi donc à avoir la figure de proue, bien sûr, de l'opposition de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre Affi N'Guessan est avec nous dans le cadre de Instant Vérité. Avec lui, on va évoquer notamment sa visite récente au président Henri Konan Bédié, président du RHDP, et puis aussi comment il appréhende la commission électorale indépendante. C'est Instant Vérité avec Gabriel Zani. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité et bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, 2018 annonce les élections locales et sénatoriales. La fièvre gagne tous les partis politiques. Le jeu des alliances est donc ouvert. Face à ces défis politiques importants, le FPI se met à la recherche d'un nouveau souffle. Est-ce l'une des raisons qui a poussé le président du FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, à rendre visite à Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. Toujours à la recherche d'un nouveau souffle, la commission électorale indépendante, la CEI, est indexée. Le FPI demande tout simplement la réforme de l'institution. Mesdames et messieurs, qu'est donc allé faire Pascal Affi N'Guessan chez Henri Konan Bédié, le président du PDCI, et pourquoi la réforme de la CEI? Nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Pascal Affi N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bientôt les élections municipales, régionales et sénatoriales auront lieu. On le sait également que le FPI a perdu 2 grandes échéances électorales, notamment la présidentielle de 2015 et les législatives de 2016. Alors, est-ce que vous appréhendez cette année 2018, l'année électorale? Mais comme le prolongement de tout ce que nous faisons depuis 2011 pour nous repositionner sur le chiquier politique national, après la grave crise de 2010-2011. Vous avez dit que le FPI est à la recherche d'un nouveau souffle, mais c'est la Côte d'Ivoire entière qui est à la recherche d'un nouveau souffle. Et donc tout ce que nous faisons, c'est pour donner justement les opportunités, la possibilité à cette Côte d'Ivoire-là de retrouver ce nouveau souffle. Alors, donc à la recherche du nouveau souffle, alors expliquez-nous votre visite, le sens de votre visite à Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Mais justement, un parti politique a une diplomatie. La diplomatie, c'est aussi bien en interne qu'en externe. Un parti politique doit préparer l'environnement pour qu'éventuellement toutes les possibilités d'alliance soient ouvertes. Et donc, nous avons l'habitude d'entretenir de bons rapports avec le président Henri Konan Bédié. C'est le début de l'année. C'était donc tout à fait logique que nous allions lui présenter nos vœux, mais en même temps que nous puissions réaffirmer cette volonté d'ouverture, cette volonté de travailler ensemble dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de manière à ce que dans les jours à venir, en fonction de l'évolution de l'actualité, tout soit possible pour nous permettre d'avancer. Alors donc, tout soit possible pour vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qui peut être possible, monsieur le président du FPI? Il peut être possible, par exemple, que le FPI et le PDCI se mettent ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'alliance RHDP ayant montré ses limites, n'ayant pas permis à la Côte d'Ivoire de retrouver la paix et la sécurité. Vous faites là une déclaration, vous faites la cour ouvertement à Henri Konan Bédié, le président du PDCI. On fait la cour à tout le monde, aux Ivoiriens, aux plus petits Ivoiriens dans le plus petit hameau, jusqu'aux plus grands leaders politiques en Côte d'Ivoire. Un parti politique est en permanence en train de faire la cour aux électeurs de toutes catégories, et donc cela s'inscrit dans Pascal Affi N'Guessan, est-ce parce que vous êtes affaibli au FPI que vous cherchez forcément un rapprochement avec le PDCI? Ce n'est pas une question d'affaiblissement. Est-ce que le RHDP est la... Il ne s'agit pas du RHDP, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas du RHDP, il s'agit du FPI. Si vous ne voulez pas qu'on parle des autres, on ne peut pas vous donner d'informations, on ne peut pas instruire nos téléspectateurs. J'essaie d'expliquer qu'un parti politique, autant il y a eu une alliance dans le passé entre le PDCI et le RDA, autant demain,
il peut y avoir une alliance entre le FPI et le PDCI si c'est cela qui est important pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Une alliance, ce n'est pas pour aider un parti. Une alliance, c'est pour aider le pays. Aujourd'hui, en Allemagne, la CDU et la SPD font une alliance parce que le pays en a besoin. La question, donc la réponse à la question, le FPI n'est pas affaibli. Alors, donc, vous pensez que ce rapprochement avec le PDCI, l'un des partis de la coalition au pouvoir, est-ce que ce rapprochement-là peut réconcilier les deux tendances du FPI? Oh, si ça peut réconcilier, ce serait tant mieux. Mais ce qui est important pour nous, c'est de réconcilier deux grandes catégories de militants, d'Ivoiriens qui sont dans ces deux partis politiques et qui peuvent travailler ensemble à faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais sachant que l'autre tendance du FPI a des positions assez extrémistes. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce qu'un leader politique adopte comme posture. Ce qui est important, c'est ce que veulent les Ivoiriens. Si les Ivoiriens pensent qu'un rapprochement entre le FPI et le PDCI peut permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer, nous allons dans ce sens. Il ne s'agit pas des Ivoiriens, il s'agit là du FPI. Mais nous travaillons pour les Ivoiriens, nous ne travaillons pas pour la dissidence. Je dis, nous ne travaillons pas pour une dissidence, nous ne travaillons pas pour un leader politique. Un leader politique peut avoir sa position, mais que veulent les Ivoiriens? C'est ça qui est important pour nous. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent la réconciliation, ils veulent l'unité nationale, ils veulent des emplois pour les jeunes, ils veulent la paix, ils veulent la sécurité. Est-ce que le FPI et le PDCI sont capables d'apporter cela? C'est ça qui est fondamental. Les Ivoiriens se rendent compte, permettez-moi de vous interrompre, les Ivoiriens se rendent compte en même temps que vous êtes désespérément à la recherche de soutien. Vous avez dit, faites un sondage... Ce n'est pas désespérément, vous vous trompez. Si le PDCI considère qu'il n'a pas besoin de cette alliance, nous n'allons pas le forcer. C'est une opportunité. Ce n'est pas un désespoir. Si nous ne pouvons pas aller par le train, nous arriverons par la route. Donc nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Mais en même temps, à la présentation de vœux, en même temps que vous sondez le terrain du côté de Henri Konan Bédié, vous sondez aussi le terrain du côté de la dissidence. À la cérémonie de présentation de vœux, s'il vous plaît, à la cérémonie de présentation de vœux. Alors, il est revenu comme un refrain dans toutes les allocutions. Je reprends pour ne pas perdre l'idée, c'est tendre la main à nos frères de la dissidence avant les élections locales de 2018. Est-ce que cette insistance... Je ratisse large. Non. Voilà. Je ratisse large. Et vous-même, si vous pouvez venir nous aider, je suis ouvert à vous. Pour le moment, moi, je suis à la RTI, s'il vous plaît. Alors est-ce que cette insistance à l'unité du FPI ne traduit pas la crainte d'un autre échec, puisque vous avez déjà perdu de grandes échéances électorales? C'est l'expression d'une ambition de gagner le pouvoir. Voilà ce que cela veut dire. Pour gagner le pouvoir, il faut ratisser large, il faut être ouvert, il faut tendre la main à tout le monde. Il faut draguer aussi bien les militants du RDR, du PDCI, que ceux-mêmes qui traînent les pieds au Front populaire ivoirien. Tout cela, ils sont concernés par mon action. Mais est-ce que ce ratissage-là n'est pas en même temps un aveu d'impuissance? Ah, si j'étais impuissant, je ne ratisserais pas. C'est justement parce que je suis confiant et je suis persuadé que nous avons les chances de gagner, que nous travaillons dans ce sens. Non, c'est justement parce que vous savez que vous ne pouvez pas gagner tout seul, n'est-ce pas? Mais évidemment, voilà, donc c'est un aveu d'impuissance. Personne ne gagne jamais seul dans la vie. Vous ne pouvez jamais gagner seul. Vous-même, pour avoir de la promotion, vous aurez besoin d'un coup de main à gauche, à droite. Pour l'homme politique, c'est la même chose. Le RHDP et le RHDP, c'est l'expression de ce qu'il faut se mettre ensemble pour avancer. Et donc aujourd'hui, si le Front populaire ivoirien veut avancer, il faut qu'il sache qu'il a besoin d'alliance. Aussi bien au plan formel, avec un parti politique, qu'au plan même de la diplomatie. Il y a des alliances informelles, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui vont vous soutenir, des représentations, disons, des pays amis qui vont estimer que votre accession au pouvoir peut permettre à la coopération sous-régionale d'avancer. C'est tout cela qui fait le réseau d'alliances. C'est dans ce réseau d'alliances qu'il faut tisser. Et un homme politique qui n'est pas capable de tisser ce réseau d'alliances n'a aucune chance de pouvoir accéder au pouvoir. D'accord. Alors, on va aborder rapidement le deuxième point de notre petit débat. C'est l'actuelle CEI, la Commission électorale indépendante. Alors, que vous contestez d'ailleurs. Oui. Dites-nous ce que vous reprochez exactement à la CEI. Mais nous reprochons à la CEI d'être déséquilibrée. Dans la CEI actuelle, le parti au pouvoir, la coalition au pouvoir est démesurément représentée. Et ce qui force le jeu de l'équilibre. Ensuite, la CEI ne fonctionne pas de façon transparente. Et donc, pour ces raisons, depuis longtemps, nous exigeons la réforme de la CEI. Et donc, nous espérons, avec la mobilisation que nous observons à l'heure actuelle de la société civile, que cette année, la CEI sera réformée, de manière à ce que les échéances à venir se passent dans un contexte de confiance, dans un contexte de transparence et d'équité. Dans ce cas, quelles sont les démarches politiques que vous avez engagées
pour voir aboutir votre demande de réforme? Dans un premier temps, il appartient d'abord à l'opposition de s'organiser et d'harmoniser sa position. Et c'est ce que nous allons faire mardi prochain à 16 h au siège du RPP. Par la suite, nous allons engager donc le travail de lobbying auprès de tous les acteurs nationaux et internationaux pour faire connaître notre position. Et puis ensuite, nous allons saisir le gouvernement. Alors, M. Pascal Affi-N'Guessan, nous étions à une conférence de presse, à une réunion d'information avec la CEI. Vous étiez invité, tous les partis politiques et la société civile étaient invités. Alors, la CEI a commencé, cette CEI que vous contestez, a déjà commencé les préparatifs des scrutins locaux et choses sénatoriaux. Alors, on ne comprend pas pourquoi vous contestez une institution et en même temps, voilà, elle travaille. Attends, on ne comprend pas. Mais non, il faut comprendre. Tant qu'elle n'est pas partie, il faut qu'elle travaille. Voilà. Un chef de service, même si on lui annonce qu'il va perdre son poste, qu'il va être remplacé, jusqu'à ce que le nouveau chef prenne la place, il continue de travailler. Donc la CEI travaille en attendant d'être remplacé par la nouvelle CEI. Il ne faut pas qu'il y ait un vide. Alors, au cas où la CEI est maintenue, au cas où l'institution n'est pas réformée et la CEI organise les élections locales, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Nous ne sommes pas dans la science-fiction. Nous savons que la CEI va être réformée et donc c'est cela que nous Non. On va envisager toutes les possibilités. Alors, est-ce que vous irez aux élections? Donc alors, de façon concrète, est-ce que vous irez aux élections au cas où la configuration actuelle de la CEI est maintenue? Vous, en Côte d'Ivoire, vous aimez beaucoup ces genres d'hypothèses. Non, ce n'est pas une hypothèse, c'est vraiment quelque chose de très clair. Non, mais de toute façon, ce n'est pas à vous que je vais le dire. Nous aviserons. Je pourrais vous dire que nous aviserons. Non, ce n'est pas à moi que vous le dites, c'est aux Ivoiriens. Oui, mais vous devez dire. Alors, les Ivoiriens veulent déjà savoir, savoir ce que le FPI va faire une fois la CEI est maintenue. Elle n'est pas réformée. Nous dirons aux Ivoiriens, ce moment-là, ce que nous allons faire. Puisque pour le moment, l'hypothèse n'est pas vérifiée. Et la CEI va être réformée. C'est ce que nous savons. Vous envisagez des actions de masse dans ce sens-là? Nous envisageons toutes les actions démocratiques qui peuvent nous permettre d'obtenir une nouvelle CEI. Et je suppose que la question est déjà acquise, parce que le gouvernement lui-même sait qu'il doit réformer la CEI. Il y a une nouvelle constitution, il faut un nouveau code électoral, il faut une nouvelle CEI. La Commission africaine des droits de l'homme a indiqué clairement au gouvernement que cette CEI-là ne répond pas aux normes internationales. Le gouvernement a fait appel, son appel a été rejeté. Donc, le gouvernement est condamné à changer la CEI. La mobilisation même de la société civile, c'est inédit. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'on voit toute la société civile mobilisée autour de la question de la réforme de la CEI. La communauté internationale est engagée pour qu'il y ait une nouvelle CEI afin que les élections à venir se passent dans la transparence et dans la paix. Je ne vois pas comment le gouvernement peut se dérober à cette responsabilité. Alors, un autre point, lors de votre conférence, lors de votre présentation, la cérémonie de présentation de vœux, un autre point, c'est que vous avez fait de votre, la libération de Laurent Gbagbo, votre cheval de bataille. Alors, qu'en est-il effectivement? Mais justement, c'est pour cela que nous appelons tous nos camarades à l'unité. Parce que nous considérons que nous serons plus forts, notre voix sera plus forte si nous sommes ensemble. Si nous menons une politique dynamique de diplomatie et de positionnement politique sur l'échiquier international. Parce que le dossier du président Gbagbo est un dossier politique. C'est par l'action politique qu'on peut obtenir sa libération. Il faut donc qu'on se mobilise et qu'on cesse, surtout lorsqu'on se dit qu'on se bat pour le président Laurent Gbagbo, de jouer le jeu de la dissidence. La dissidence, ce n'est pas dans la dissidence, dans le boycott que nous allons obtenir la libération du président Gbagbo. Encore une fois, avec la main tendue que vous donnez à chaque instant à la dissidence, qu'est-ce que vous espérez, vous, en tant que président du FPI aujourd'hui, pour continuer votre combat? Qu'est-ce que vous espérez? J'espère que tous les enfants du Front populaire ivoirien se rassemblent. Collectivement, c'est-à-dire soit parce que la dissidence, l'élite de la dissidence a donné un mot d'ordre, ou individuellement, parce que les uns et les autres se rendent bien compte que la posture qu'ils ont aujourd'hui ne permet pas à la lutte d'avancer, qu'il vaut mieux rejoindre la maison commune pour qu'on travaille ensemble. Alors, et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui hier étaient dans la dissidence qui nous rejoignent, et je crois que c'est une très bonne chose. Alors non, M. Pascal Affi-N'Guessan, la question c'est que, est-ce que vous allez accepter les conditions de la dissidence? Est-ce que vous allez accepter les conditions de la dissidence? Est-ce que vous irez en 2018 là, au Congrès? Mais si les conditions posées par la dissidence sont des conditions qui permettent au Front populaire ivoirien d'avancer, que ce n'est pas fait pour satisfaire les
je dirais, les caprices d'un individu ou d'un groupe d'individus, que cela va dans le sens de l'intérêt général. Parce que nous tous, nous nous battons pour l'intérêt général, pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis prêt à toutes les concessions si elles contribuent à faire avancer le pays. Mais des concessions que vous avez refusées hier. Non, des concessions que vous avez refusées hier. Quelles sont les concessions qui ont été faites? Non, à vous de nous le dire, puisque vous êtes parti. Puisqu'il y a eu la dissidence, il y a eu la dissension entre le FPI a été cassé carrément en deux. Alors, est-ce que vous allez... pas cassé. Il y a des gens qui... Aujourd'hui, aucun militant du FPI n'a quitté le parti. Il y a une division, mais il n'y a pas encore de cassure. Il y a une division, il y a pas de division, mais il n'y a pas de cassure. Et nous travaillons à ce que les uns et les autres, nous nous retrouvions autour de la même direction pour avancer. Et donc, ce travail-là, aujourd'hui, avec les résultats que la dissidence a produits, je crois que les uns et les autres doivent savoir se déterminer, et c'est ce qui est en cours à l'heure actuelle. Nous sommes très confiants parce que les élections à venir seront un moment pour l'unité du Front populaire ivoirien. Alors, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, l'unité du Front populaire est toujours d'actualité et le Front populaire poursuit tant bien que mal son combat politique et on espère, on vous souhaite beaucoup de chance, bonne continuation. Merci. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci Pascal Afim-Guesson, merci d'être passé sur le plateau de Instant Vérité. Expliquez vos motivations et vos actions politiques, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette rubrique, c'est la pub et vous revenez avec Nessie et Marco. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. De retour sur le plateau de Matin Bonheur. Avant la pub, vous avez eu droit à Instant Vérité avec Gabriel Zani qui recevait M. Pascal Afim-Guesson, le président du Front populaire ivoirien. Il nous a expliqué sa position sur la réforme de la CEI et le contenu de sa visite chez le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, M. Henri Konan Bédié. Il est bien installé sur notre plateau, c'est notre expert de ce jour. Avec lui, on parlera économie, et spécifiquement de comment maximiser ces 24 heures. Que fais-tu de tes 24 heures? C'est vraiment le titre d'un livre assez intéressant. Il n'y a pas de banque pour le temps, avec vraiment plusieurs pans revisités. Comment s'organiser? C'est ça le leitmotiv. Comment s'organiser pour être efficace? Eh bien ici, quand il y a la thématique, il y a... La capsule économie. Bien gérer son temps, c'est avoir des méthodes pour optimiser au mieux son temps, pour être le plus efficace, productif et performant possible. Parce que le temps, quoi qu'on fasse, est quelque chose qui se déroule tout seul. Gagner du temps dans l'exécution d'un travail signifie se faire l'économie de se disperser confusément dans l'accomplissement des différentes tâches. Ce qui équivaut évidemment à l'idée de la nécessité d'aller à l'essentiel, le tout agencé dans un engrenage bien huilé d'un ordre de priorité. Pour moi, avoir du temps dans l'exécution d'un travail, c'est d'être dévoué pour son travail. Gérer son temps, c'est être efficace pendant le temps qui s'écoule. La question de la gestion du temps se pose avant tout au travail.
dans son organisation et la gestion des priorités. Savoir gérer son temps, c'est-à-dire le diriger et non pas être dirigé par lui, implique de s'interroger sur les facteurs qui perturbent le plus l'agenda du temps de travail. Je pense que les raisons qui justifient très souvent nos retards sont tributaires de notre improvisation, de notre défaut de planning et surtout de notre infranchissable manque du sens de la rigueur. Les raisons qui justifient très souvent nos retards, je pense, sont souvent les problèmes d'embouteillage. Les problèmes d'embouteillage ou bien souvent la trop grande fatigue le soir. Nos retards sont justifiés par plusieurs raisons, telles que peut-être le sommeil, taux de sommeil, voilà, et aussi les imprévus de la vie. Et aussi, il y a aussi la négligence. En plus d'être frustrant, un retard sur une tâche ou sur un projet peut avoir des conséquences financières importantes, voire même mener le projet à l'échec. Aucun projet, aucune industrie, ni aucune entreprise n'est à l'abri d'un retard. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles un projet peut prendre du retard. L'on peut noter entre autres une mauvaise planification et organisation. L'intérêt que nous avons à planifier nos activités, c'est que nous gagnons en temps. Si tout est organisé, nous gagnons en temps. Là où nous devons mettre 10 minutes, si tout est organisé, en 3 minutes, 4 minutes, le travail est fait. Et quand c'est comme ça, le résultat est probant. L'intérêt que nous avons à planifier nos activités se décline en 3 points. Le gain de temps, l'efficacité et le succès de ces activités. Fort heureusement, la plupart de ces raisons sont évitables. Il suffit simplement d'un peu plus de planification et d'organisation préalable. Selon une fausse idée répandue, la planification stratégique est l'apanage des grandes entreprises. Mais en réalité, cet exercice peut s'avérer grandement bénéfique pour toute personne. Une bonne planification favorise des activités réfléchies et méthodiques chaque jour. Elle permet aussi de saisir les opportunités, intensifie et équilibre l'utilisation des moyens qu'on a. La planification est une manière de se protéger contre l'instabilité croissante de l'environnement, mais aussi d'introduire de la rationalité dans les processus de décision au sein de nos sociétés de plus en plus complexes. Retour sur le plateau après le postulat. Alors, première question, Monsieur Koué. Je rappelle que Monsieur Koué est un expert et représente dignement la Côte d'Ivoire à travers diverses conférences. Donc, c'est le plus québécois donc, des experts de Matin Bonheur. Monsieur Koué, rebonjour. Bonjour. Est-ce qu'en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, puisque c'est de notre cas qu'il s'agit, est-ce qu'on gaspille le temps? Oui, on gaspille bel et bien le temps parce que pour nous, le temps, c'est une ressource abondante. Or, tout ce qui est abondant appelle le gaspillage. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas compris que le temps est la première ressource de laquelle vient l'argent, tant qu'on n'a pas compris que le temps, la bonne gestion du temps est le premier élément sur lequel on s'appuie, le premier levier sur lequel on s'appuie pour avoir le développement, bien l'émergence, alors on n'en a rien compris. Je vais vous dire plus loin. Pour ceux qui ont voyagé comme vous, les journalistes, et moi aussi peut-être, partout où vous allez, vous ne verrez jamais une banque de temps. Vous savez pourquoi? Parce que le temps, il est insaisissable, il est intangible, il est irrécupérable. Donc comment allons-nous faire pour essayer de le saisir et de le mettre dans le grenier? Impossible. Vous ouvrez partout, bien sûr, la banque de l'argent. Mais l'argent, c'est moins important que le temps. Parce que c'est du temps que provient l'argent. C'est le temps qui met l'argent au monde. C'est donc l'argent, c'est donc le temps qui met l'argent au monde, comme je le disais tout à l'heure. Et selon vous, Dieu, il a su gérer le temps en le créant? Oui. Alors, il faut que je dise tout de suite une chose, c'est qu'on ne peut pas gérer le temps. C'est trop présomptueux. Ce qu'on peut gérer, par contre, c'est les activités dans le temps. Absolument. Si Dieu même, lui, qui est Dieu, a pu gérer ses activités dans le temps, alors pourquoi nous, qui sommes nous, en réalité, pour essayer de faire plus que lui? Il a mis 7 jours. Le 7e jour, bien sûr, c'était l'évaluation, mais c'était 7 jours en gros. Et donc, ces 7 jours ont été gérés rigoureusement, consciencieusement, avec un art de planification hors pair. Chaque jour, il a fallu qu'il fasse ceci. Et l'homme n'a été que la dernière personne, la dernière ressource à inventer, à créer. Donc, vraiment, c'était important.
Si Dieu l'a fait, pourquoi pas nous? Il nous donne des pistes. Il faut donc qu'on le suive pour que nous puissions, nous aussi, gérer notre temps comme il faut, parce que le temps est limité. Alors, dites-nous, quelle est la première étape pour une meilleure organisation de nos 24 heures? Ah, il faut planifier. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut dresser la liste de ce que nous voulons faire dans un laps de temps bien défini, dans un horizon bien défini. Et une fois que c'est défini, alors on identifie les activités à faire. Cette activité, donc, ça veut dire que les objectifs à définir. Parce que celui qui ne gère pas sa vie avec des objectifs est condamné à financer les objectifs des autres. Donc, il est important qu'on sache d'abord qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on doit faire et dans combien de temps. Parce qu'on dit, oh, il n'est pas efficace. Il est efficace, mais par rapport à quoi? On est toujours efficace par rapport à ce qu'on voulait faire et qu'on a fait. Par rapport à ce qu'on nous avait demandé de faire et qu'on a fait réellement. Donc, le mot efficacité est un mot galvaudé. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on apprenne à planifier. Et dans la planification, l'élément le plus sensible, le plus manifeste de la planification, c'est la définition claire et nette des objectifs. C'est-à-dire pour planifier, il faut avoir des objectifs clairs. Fait. Voilà. La planification est le moteur de l'organisation et donc du temps. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas maîtriser le temps, il faut mieux planifier. Alors, moi, la question que j'aimerais reposer, la planification se fait comment? Selon qu'on est adolescent, adulte, chômeur, en activité, retraité. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a des petites spécificités? Bon, ce qui me paraît plus important ici, d'ailleurs, bon, tout le monde est appelé à planifier. Parce que c'est une source d'efficacité. Mais c'est surtout les adultes qui doivent planifier. Parce que l'homme est programmé pour faire 120 ans. Genèse 6, vous allez voir ça dans mon livre. Et ces 20 ans sont subdivisés en années, en mois, en semaines et surtout en jours. Les jours de 24 heures. Et les 24 heures nous sont donnés par Dieu et de façon équitable. Alors, si tu ne gères pas tes 24 heures et que tu ne fais pas la planification rigoureusement pour voir, et même le bilan, alors tu es perdu. Tu es perdu parce qu'à l'heure du bilan, tu vas mettre quoi dans ton bilan? Le problème des retraités est ça. Dès qu'on commence à travailler, au lieu d'essayer de planifier ses activités et puis essayer d'épargner au moment où il faut, surtout dans la période d'abondance, on parle, oh non, je suis encore jeune, non, j'ai encore le temps pour vivre, j'ai trop souffert, bon, laissez-moi le temps de respirer. Mais c'est dans ça qu'on se perd. C'est dans ça qu'on se perd parce que le temps passe très vite, il est bref par définition. Insaisissable. Donc, insaisissable. Donc il faut, dès l'instant où tu commences, il faut tout de suite commencer par faire ce que tu dois faire. Si tu dois acheter une maison, c'est maintenant que ça se prépare. Si tu dois faire un voyage, c'est au début de l'année que ça se prépare. Donc il faut, malheureusement, les gens ne le font pas et ils sont surpris par la brièveté du temps. Et voilà pourquoi la plupart de nos frères et sœurs à la retraite ne ressemblent à rien. Ils font tous pitié qu'en vie. Quand vous parlez des gens, vous voulez parler spécifiquement des Africains. Parce que dans votre bouquin, vous nous dites là que le temps n'a pas de valeur en Afrique. Tout à fait. Oui, parce que pour l'homme africain, je suis d'accord avec vous. Pour l'homme africain, le temps, il n'est pas là. On remet toujours à demain. On remet toujours à demain. Pour payer sa facture. Le temps est abondant. Ceci, cela. Le temps va nous attendre. Voilà, les Européens, les Occidentaux en tout cas, ils disent que le temps est rare. Donc, tout ce qui est rare est cher. Donc, ils l'utilisent de façon très, très spécifique. Ce n'est pas le cas de l'Africain. Nous, on dit qu'on a le temps et le blanc, l'Africain, ou bien l'Européen, pardon, à l'heure. Ça commence par un petit rendez-vous où on doit aller avec son épouse ou avec son frère et ça met du temps et ça se termine après par un rendez-vous professionnel où on arrive en retard. Ça, c'est subséquent à l'Africain. C'est tellement vrai ce que vous dites. Moi, j'ai voyagé beaucoup, mais pour ceux qui sont allés par exemple au Japon, quand tu fais 2 minutes de retard, c'est la catastrophe. Mais imaginez-vous chez nous, quand on met 2 heures de retard, on dit qu'on est à l'heure. C'est normal. C'est normal. Pour un événement de 14 heures, il faut le prévoir à midi. Oh, il y a 24 heures. Mais 24 heures sont d'il y a défalqué 2.
de 2 heures là, il faut que je pédale très fort pour récupérer le temps perdu. Or, le temps passé ne se rattrape jamais. Et M. Koué, ce que vous dites est tellement vrai. On a l'impression que c'est... On force cela à entrer dans nos mœurs. Il y a des personnalités, il y a des gens anonymes qui brillent par leur retard. On sait que, ah non, lui là, quand il va venir, et on peut mettre 2 heures dessus. Et c'est tout le temps comme ça depuis des lustres. Et c'est grave parce qu'on a l'impression que l'important de l'Africain, de l'Ivoirien même en particulier, se mesure par le temps qu'on met pour l'attendre. Ah non, mais ça fait pitié. Or, souvent, c'est des modèles. C'est des modèles qui ont vécu dans des pays où la culture du temps est très développée. Mais comment ça se fait qu'arrivé chez nous, on n'arrive pas à donner des leçons aux autres, aux jeunes générations, aux enfants? Donc, on copie malheureusement trop sur des modèles qui, quelquefois, laissent à dire, en termes de gestion du temps, je précise. Donc, il faut que chacun de nous fasse un effort. Il faut que ceux-mêmes qui doivent donner le temps pour que tous, de l'école jusqu'à l'âge adulte, du milieu de travail jusqu'à même aux grandes réunions ou les familles, ou bien, qu'on essaie de mettre en difficulté un peu cette culture-là qui se développe de plus en plus. Je pense qu'il faut qu'on s'en sorte. C'est important. Parce que vraiment, tant qu'on n'aura pas réussi à maîtriser le temps, nous serons toujours maîtrisés par le temps. Alors, celui qui maximise le plus ces 24 heures est caractérisé par quoi? Bon, c'est par le centre de planification. D'accord. Moi, je vous donne juste un exemple. Je suis à mon 13e guide de pratique. Mais, si vous voulez, c'est le produit de 2 heures par jour sur l'année. J'ai dit que je faisais un livre. Voilà. Mes lecteurs m'attendent. Donc, je me réveille à 5 heures, je me mets à table, et à 7 heures, je m'amène laver pour aller au travail. Parce qu'au travail, au bureau, on ne peut pas le faire parce qu'on a trop de réceptions, trop de gens qui viennent nous rendre visite. Donc, mais alors, je planifie, je sais quoi faire par jour pour que mon résultat soit atteint au moment où je souhaite qu'il soit. Donc, c'est vraiment important. Donc, quand il faut d'abord planifier, il faut savoir ce qu'on veut, puis y mettre des priorités. C'est important. Parce qu'on ne peut pas planifier sans priorité. On ne peut pas non plus planifier sans urgence. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui est au-dessus de soi. Bon, donc, il faut que, si jamais ces priorités arrivent, ça devient urgent. Mais à nous de faire en sorte que nous puissions les intégrer après avoir discuté avec notre patron. Et ça lui permet de concilier un peu les deux positions. Et on s'entend sur un planning, des activités à faire. Et ça marche. Vous parlez là d'urgence. Est-ce que ce qui est urgent est forcément important? Ça dépend. Ce qui est urgent n'est pas forcément important, mais d'abord, pour répondre à la question, il faut d'abord voir qu'il y a ce qui est essentiel. Il y a un paquet de choses qui sont essentielles dans la vie, dans nos bureaux de toute la journée. Mais c'est dans les essentiels là qu'on doit prélever la priorité d'abord. Et maintenant, comme ce qui est prioritaire n'est pas urgent, parce que souvent, les urgences, on ne les maîtrise pas. Ça vient souvent d'un patron, d'une activité donnée, d'une action prioritaire, à supposer que, par exemple, il n'y ait pas l'électricité chez le président de la République. Même si tu avais prévu que tu avais ta priorité, ou bien mais il faut que tu t'ajustes, sinon tu risques de perdre ton poste. Donc ça devient urgent. Même si ce que tu faisais était prioritaire. Donc il faut être souple pour qu'il y ait de l'harmonie dans nos bureaux. Il faut être souple pour écouter. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Quand votre patron vous demande quelque chose, il faut lui dire, j'avais ça à faire et vous m'avez demandé ceci, je fais quoi? Donc là, il y a une certaine discussion qui s'instaure, et c'est alors que les termes de référence sont plus clairs, et donc chacun a l'obligation de répondre. Alors, dans votre guide, c'est comme ça que vous le qualifiez, en page 95, vous donnez quelques astuces pratiques pour bien gérer le temps. On a par exemple, gérer votre temps comme une ressource rare, ça vous l'avez dit, ne réagissez pas à chaud aux crises. Et j'aime bien la partie où vous dites, n'attendez jamais les retardataires. Ah oui, c'est comme si vous leur donniez une prime. Donc, une prime à l'encouragement, à venir toujours en retard. Il ne faut pas le faire. Quand il va sentir qu'à chaque fois qu'il vient en retard, on a la réunion déjà démarré, une fois, 2 fois, il va finir par se mettre en marche. Et vous dites encore, n'encombrez pas votre bureau de dossiers, devant toute tâche, commencez petit. J'aime bien hiérarchiser dans tous les sens du terme. Oui, parce que, encore une fois, tout n'est pas important. Tout n'est pas prioritaire, tout n'est pas urgent. Tout n'est pas utile. Et puis, comme j'ai dit plus loin, Ecclésiaste le dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, il faut que, au fur et à mesure que ça vient, ça rentre dans une liste, et puis vous jugez si c'est important de le mettre au début ou à la fin.
Et ce qui nous tue aussi, c'est la procrastination. Ah oui. Est-ce que vous avez une astuce pour lutter efficacement contre la procrastination? La procrastination, c'est remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et ça, l'Africain est très expert là-dedans. C'est le sport national. Bon, je pense qu'il faut être rigoureux. Non, il faut être très rigoureux. Il faut que votre oui soit un oui. Quand on s'est entendu sur un élément, il faut que tout le monde se mette d'accord pour dire que oui, ça doit se faire. Et puis même, au besoin de mettre les pénalités. Parce que moi, tu ne peux pas me demander de venir à 8h, à 1h, et je viens, les journalistes ne sont pas là. Mais est-ce que c'est vous qui êtes les patrons de ma journée? Je mets 24 heures. Moi aussi, je mets 24 heures. Il y a d'autres choses à faire. Donc, il faut réagir comme ça. Et ça permet à l'individu de prendre conscience. Ah, je n'avais pas pensé, excuse-moi. Et vous dites aussi que les Africains ne savent pas dire non. Malheureusement, parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. C'est un nom qui envoie palable. Voilà, c'est un nom qui envoie palable. Et là, quand tu es déjà dans cette logique-là, tu ne peux pas faire comprendre à l'autre que, attention, moi, j'ai mes 24 heures à gérer. J'ai besoin de vivre pleinement parce que j'ai besoin d'avoir un bilan à la fin de ma vie. Et ça commence par les 24 heures aujourd'hui. Donc si tu me gaspilles mes 24 heures, alors on est où là? Comment inculquer ça à nos enfants? Quelle attitude avoir? Parce que vraiment, c'est les prochaines générations qui vont vraiment changer la physionomie de nos continents par rapport à cette indolence-là. Alors comment, en bas âge, inculquer cette notion de respect et gestion du temps à nos enfants? Bon, je suis en train de réfléchir à l'écriture d'un livre que j'appelle « Le changement, pourquoi et comment ». Je pense que ça doit commencer par nous-mêmes, nous. Et puis maintenant, aller graduant vers nos enfants, vers notre cellule familiale, pour que les uns et les autres comprennent que le temps, encore une fois, si on l'utilise mal, il va nous utiliser au pire. Et c'est grave, parce que tu ne pourras jamais réussir. Tu seras toujours en retard dans tes examens. Tu pourras toujours arriver en retard. Il y en a même, je donne souvent des exemples, il y en a qui chômaient depuis longtemps et qui ont eu l'opportunité d'aller répondre à un rendez-vous. Et il est arrivé en retard. Parce que justement, il n'a pas pu prendre les dispositions d'abord pour pour trouver les moyens de déplacement nécessaires et il est arrivé en retard. Et dès qu'il arrive, on dit bye bye. Parce que nous, on ne va pas t'attendre. Si tu étais intéressé, tu te serais réveillé à 4h du matin. Voyez-vous, il y a des conséquences. Donc il faut que déjà on passe ce message-là, on développe cette culture-là auprès de nos enfants et dans tous les milieux où on est, surtout dans le milieu organisationnel, pour que l'Ivoirien change. Il est temps de changer. Parce qu'on prend du retard. Tous les jours, nous prenons du retard. Sur les autres. Il ne faut pas regarder celui qui est derrière, hein. Il faut regarder celui qui est devant. Et ceux qui sont devant nous, ils sont nombreux. Les Blancs, des Occidentaux, ils ont écrit, ils ont conçu des ordinateurs, ils vont maintenant au ciel, partout. Mais nous, on fait quoi? Il faut qu'on se réveille. On a l'impression que les gens sont énervés par ceux qui viennent à l'heure. Quand on a une autorité qui arrive à l'heure, on dit ah, vraiment lui là ou bien celle-là, vraiment on n'est pas encore prêt. On a l'impression que c'est ça qui devient anormal. Être à l'heure, être ponctuel, ça devient la chose pas normale. Oui, parce que l'autorité a donné l'habitude aux uns et aux autres de venir tuer en retard. Donc évidemment, il y a quand même des exceptions. Bon, je n'en parle pas, mais il y a quelqu'un même au niveau du... en tout cas, vous le connaissez, il est tué à l'heure. C'est un peu mondial, il faut absolument qu'on continue. Est-ce que les Africains, précisément en Côte d'Ivoire, n'est pas défavorisés par les moyens de locomotion? Parce que les embouteillages sont monstres et c'est vraiment compliqué de se déplacer. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Non, il n'y a pas assez d'infrastructures. Oui, mais bon, c'est ça aussi. C'est ça aussi notre logique. Il y a des choses qui sont importantes. Sur l'école, on ne met pas du temps et finalement, on a des problèmes, des embouteillages. Quand un trajet de 5 minutes, vous vous retrouvez à faire j'en parle dans le livre. J'en parle dans le livre. Hein. C'est au moins 2 heures. Il faut se lever tôt alors dans ce cas. C'est au moins 2 heures. mais encore une fois, les autres, ils ont... Quand tu vas partout aussi, dans tous ces pays comme à Paris ou ailleurs, tu vas voir qu'il y a tellement d'embouteillages. Mais ils réfléchissent. Ils anticipent. Ils essaient de trouver des moyens pour éviter que ça soit pire. Parce que chaque minute, chaque heure, chaque 2 heures qu'on passe, c'était aussi... C'est des points de PIB à moins, hein. C'est le développement à moins. Je le dis également dans le livre. Quand vous allez... vendredi, ça ne travaille plus. Et non, c'est pas le gars, il vient en retard. Mais quand il vient d'abord sur le téléphone, ils sont dit non, c'est la catastrophe. Le jeudi, déjà, on rentre les funérailles, tout ça. Oui. Et on a travaillé 4 heures maximum sur 8 qui sont supposés travailler, sont travaillés effectivement, mais tu vas obtenir 4 heures, combien tu vas obtenir? Et après, ils disent, oui, mais nous, on a un petit salaire de travail. Oui, mais d'accord, mais le blanc qui travaille, pendant que toi, tu fais une chaise en 20 heures, lui, il fait 20 chaises en 1 heure. Ah non. Trop d'avance.
comment devons-nous nous arranger pour essayer de rattraper ces gens-là qui courent et qui comprennent très bien l'importance du temps? Il faut pourtant qu'on le fasse. C'est la clé du développement, c'est la vraie clé de l'émergence? À mon avis, c'est incontournable. C'est un élément fondamental. Il faut absolument que la culture du temps, des Ivoiriens vis-à-vis du temps, il faut secouer la baraque. Il faut absolument qu'on arrive à cogner dedans. Il y a du boulot. Il faut qu'il y ait des ONG qui se créent pour sensibiliser les gens, faire la promotion du temps. Parce que sinon, on n'ira pas loin. On n'ira nulle part même. Et il y a un dernier point d'abord. Quand il parlait tout à l'heure des modèles, prenez un peu nos banques. Ah non, là c'est époustouflant. Vous allez quitter ici la RTI, vous demandez la permission à votre patron, vous allez là-bas pour que ça 10 minutes, vous allez passer 3 heures. Et pourtant, il y a des caissières qui sont là. Les caisses sont vides. Et il y a un manager qui est là, qui ne bouge pas. Et vous allez là-bas, une fois arrivé là, vous allez voir que le type, non, il n'y a pas d'argent, non, l'Internet ne marche pas. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Vous retournez dans votre bureau, vous demandez à quoi à nouveau la permission à votre patron, il dit, on est où là? Tu vas te promener ou bien tu vas à la banque? Justement. Donc, le banquier, lui, le banquier fait son argent sur notre dos. Justement. Il vit du temps, du temps. Sans le temps, il dit, il n'a pas d'argent. Hein. D'abord, la première, quand vous placez votre argent, c'est dû par rapport au temps. Donc, vraiment, il faut que tout ce monde-là soit secoué pour que nous puissions aller de l'avant. Et on a un autre caillou dans nos chaussures qui nous empêche d'avancer, les smartphones, la technologie et Internet. Ben oui, parce que nous, on n'écrit pas. Nous, on n'écrit pas, donc en fait, les écrits, et puis nous, on consomme. Et donc, maintenant que j'ai pour moi, je suis accroché. Même je m'en fous des voitures qui passent. Ah, justement. Et pourtant, au lieu de se lever tôt pour aller travailler, nous, quand on a un rendez-vous, vraiment, on a un problème. On a un sérieux problème. En définitive, M. Koué, quand on voit tout ça, est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est rattrapable? Si oui, sur combien de générations? Est-ce que vous pensez que ce sera possible? Parce que c'est inscrit dans les gènes. Ça, c'est une question. Et puis une autre question, est-ce que trop d'anticipation ne tue pas l'anticipation? Bon, je pense que rien n'est perdu. C'est pas parce qu'on a échoué à un examen qu'on n'est pas plus intelligent, qu'on n'est pas intelligent. On a peut-être mal préparé son concours. Retourne dans tes livres, retrousse les manches et puis fonce. Continue de travailler, changer ce qui ne va pas. Pour que si tu veux vraiment réussir. C'est ça, c'est un peu le problème. Maintenant, l'anticipation. Je pense que ça... non, trop d'anticipation ne nuit pas l'anticipation. Parce que pour moi, anticiper, ça veut dire avoir un plan B. Avoir un plan B, ça veut dire qu'on a toujours au moins une situation et on a toujours des solutions palliatives ou bien... qui nous permettent d'avancer. Donc, il faut que l'Ivoirien n'a pas cette culture de prévention. J'ai écrit un petit livre, comment traverser le corridor qui mène à la richesse. Et c'est important parce qu'on ne peut pas... on est là, puis on attend à ce que quand ça arrive, ah, mais je n'avais pas pensé. Mais alors, tu étais où? Il faut absolument qu'on anticipe, il faut absolument qu'on se prépare pour qu'on ne soit pas surpris par les problèmes. Parce que les problèmes, il y en a plein. Il y en a plein. Je vous parlais tout à l'heure des retraités. Alors, c'est vraiment, ça fait pitié. Je donne des cours sur la retraite. J'ai même écrit un livre dessus. Ok. Merci beaucoup, M. Koué. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, de nous éclairer. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Merci. Et puisqu'on parle du temps, avec Nessie, on parle du temps, on vous a proposé quelque chose, un cadeau avant de partir, qui symbolise le temps. C'est l'une des plus âgées de Côte d'Ivoire. On est allé donc à la filmer du côté de Dimbokro ce week-end. Elle s'appelle Konetene. Elle a 115 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a bien géré son temps. On va la découvrir. Il est encore 5 ans pour atteindre les 100 mètres. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a les... Et comme dirait, merci beaucoup, grande mémoire, on vous fait un gros bisou. J'espère qu'elle nous regarde, on lui dira vraiment, on espérait ne serait-ce que faire la moitié déjà, ce serait bon. Ouais. En tout cas, c'est un grand symbole du temps. Je voulais juste 2 secondes. Allez-y. Pour dire que le temps, c'est ça qui nous permet de vivre. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris l'importance du temps, alors on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas améliorer notre vie. C'est un levier qui nous propulse vers le développement, vers l'émergence. Il faut que tout le monde comprenne que c'est vraiment important. Ce n'est pas une ressource
abondante, c'est plutôt une ressource rare. Il faut qu'on la gère comme telle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sûr qu'avec vous, on n'a pas perdu notre temps. Et vous, téléspectateurs, nous avons pris beaucoup de plaisir à partager ces 90 minutes en votre compagnie. Pour ceux qui ont juste pris l'émission en cours de diffusion, à l'instant, nous étions avec M. Maurice Koué, avec qui on parlait de comment maximiser nos 24 heures avant lui. On a eu Gabriel Zani et son invité Afi Nguesson dans Instant Vérité, le sport. C'était l'affaire de Serge Dakouri. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Au revoir.